20 ans après la signature des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre des Balkans, les correspondants de France 24 sont partis à Sarajevo retrouver certains acteurs majeurs de ce conflit qui a déchiré la Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995. Ils y ont rencontré ceux qui se sont retrouvés en première ligne lors des combats et d'autres qui ont dû fuir leur ville de cœur. Aujourd'hui, les stigmates des violences sont toujours visibles dans la capitale meurtrie. Et le constat est frappant, le visage de la ville a radicalement changé, tout comme ses habitants. Signé le 14 décembre 1995 sous l'égide des États-Unis et de l'ONU, les accords de paix de Dayton ont certes permis de faire cesser les combats entre des communautés qui ont pendant longtemps vécu paisiblement ensemble. Mais ils ont également entériné la division de la Bosnie en figeant des frontières internes sur des lignes ethniques. Billet retour à Sarajevo, la martyre. C'est un reportage de Julien Sauvager, Clovis Casali. Sniper Alley, avenue emblématique de Sarajevo. L'artère de tous les dangers pendant la guerre. Notre guide, le général Jovan Divjak. Vous pouvez suivre, quand je vous montre là, les trous là, papa. Pour les Bosniaques, c'est un héros. Pour les Serbes, un traître. À 79 ans, le général né à Belgrade n'a rien oublié de cette période où sa ville de cœur était assiégée. Voilà encore, c'est après 20 ans, on n'a pas l'argent de reconstruire ça. Voilà, c'est tout. J'avais un ami qui a vécu au 18e étage. Je l'ai visité au temps de la guerre car l'ascenseur ne fonctionnait pas, ça il fallut aller à pied. Les snipers serbes prenaient pour cible les civils bosniaques. En journée, il était quasiment suicidaire de traverser l'avenue. La nuit, le général venait discrètement prendre des nouvelles des troupes et de ses amis. On a parlé, expliqué comment on a survécu dans les autres endroits. On oublie les tirs. C'est Voltaire qui a dit le paradis terrestre où je me trouve. C'est-à-dire le paradis terrestre était à 18e étage, 93-14. Malgré les tirs. Oui, voilà. Aujourd'hui, il lui arrive de croiser des ennemis du passé. Cet homme, par exemple, qui connaissait bien Ratko Mladic, le boucher de Srebrenica. Voilà. Oui, il était côté serbe. Viens, on va boire un verre. Non, on peut pas. Mais pourquoi? Non, on veut pas boire de verre. C'est moi qui invite, je vous paye un verre. Le général, en revanche, n'a rien perdu de sa galanterie. Dis-moi, ça te dirait d'aller boire un café? Pourquoi pas, allons-y. On va au café. Et moi je viens de te demander et tu me dis non. Elle, c'est une femme. T'es trop vieux, laisse tomber. Le siège de Sarajevo aura duré près de 4 ans, le plus long dans l'histoire de la guerre moderne. Bilan, 11 000 morts. Chaque jour, l'armée serbe pilonnait les positions bosniaques, notamment cette ancienne université, aujourd'hui à l'abandon. On n'a pas encore trouvé un donateur qui veut reconstruire ça. L'État ne peut pas le faire. L'État, je vous ai dit que l'État ne fonctionne pas. Pourquoi? Car ils sont représentants de 3 peuples. Les Serbes s'intéressent pour les Serbes de Republika Srpska. Les Croates de Herzégovine, c'est l'endroit Bosnie centrale, sont les Croates en majorité. Et puis les Bosniaques sont, quand on parle un peu de gouvernement, ils ne peuvent pas décider eux-mêmes. Une Bosnie divisée par les accords de Dayton, avec des gouvernants incapables de se rassembler pour faire prospérer le pays. Les stigmates de la guerre sont sur les murs et dans les esprits. Par endroits, là où les obus serbes ont frappé, de la résine rouge a été coulée dans le béton. Ce sont les fameuses roses de Sarajevo. La ville n'oublie pas ses morts et ses combattants. Cette maison d'apparence banale abritait un tunnel secret qui a longtemps été le seul lien entre Sarajevo l'assiégé et le monde extérieur. Bonjour. Bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter le général Jovan Divjak. La conversation s'engage avec un groupe de touristes américains. C'était comment pour vous le 11 septembre? Certainement très dur, alors imaginez ce que nous on a vécu.
Moi, je travaillais au Pentagone à l'époque. L'avion s'est écrasé là où j'avais mon bureau. Je vais demander, est-ce que peut nous donner la permission de tourner? Venez. C'est l'entrée, c'est 10 km. C'est 10 km. Le lieu est devenu un musée pour raconter l'histoire de ce tunnel qui a vu passer des armes, de la nourriture et des médicaments. Dans le tunnel, il n'y avait pas beaucoup d'air et beaucoup d'eau. Mais quand on le prenait et qu'on arrivait au bout, on se disait quel luxe. Même si c'était dur de traverser, au moins on n'avait pas à se soucier des balles qui volaient au-dessus de nos têtes. Harun Odzic est un des premiers à avoir emprunté ce tunnel de 800 mètres, construit en 1993 sous la piste de l'aéroport de Sarajevo. On portait sur notre dos des sacs qui pesaient jusqu'à 50 kilos. C'était une question de survie pour chaque citoyen de Sarajevo qui prenait le tunnel. Les gens transportaient de la nourriture et tout ce dont ils avaient besoin pour survivre et qu'ils ne pouvaient pas trouver à Sarajevo. Harun Odzic vivait en Serbie lorsque le siège de Sarajevo a débuté en 1992. Cet imam a quitté sa famille pour combattre aux côtés des Bosniaques. Il se décrit comme un moudjahidine qui n'a fait que son devoir. En tant qu'imam, chaque jour, je devais me rendre au chevet des blessés et de ceux touchés par des tirs. Je me devais d'être la première personne à leur apporter du soutien. Plus de 10 jeunes sont morts dans mes bras et j'ai partagé avec eux leurs derniers instants de vie. Ça a été les moments les plus durs de toute ma vie. 20 ans après la guerre, l'imam Odzic officie sur le mont Igman, à l'endroit même où lui et ses hommes combattaient les Serbes. Il nous invite pour la prière du vendredi. Samir, c'est mon ami. Il était soldat de l'armée de Bosnie-Herzégovine et il était déployé justement ici. Aujourd'hui, il travaille comme agent de sécurité pour la mosquée et les lieux autour. Il a la chance de vivre là où il a dû abandonner et dire au revoir à sa jeunesse. Je fais en sorte de défendre l'endroit qu'on protégeait durant la guerre. Nichée au cœur de la forêt, cette mosquée en bois fut construite par des soldats musulmans, bravant des températures glaciales, sous la mitraille des combats. L'imam dédie ce lieu de culte aux frères morts pour un accord de paix qui lui semble bien précaire. Les accords de Dayton représentent une corde autour des cous des peuples qui vivent en Bosnie et des nations qui constituent ce pays. Nous demandons à Dieu de changer cette situation dès que possible, afin que nous puissions vivre dans une Bosnie-Herzégovine qui sera la nôtre, unie et sans crainte d'être exposée à nouveau à des agressions comme pendant la guerre. Une Bosnie-Herzégovine apaisée et tolérante, c'est le souhait de cet ancien moudjahidine. Nous, Bosniaques et musulmans, n'avons jamais eu l'ambition de transformer la Bosnie en pays seulement musulman ou bosniaque. Sarajevo n'est pas une ville musulmane. Il y a ici des Serbes, des Croates qui vivent avec nous tout à fait normalement. Absolument personne ne peut dire que c'est une ville pour la communauté musulmane. Et en tant que musulmans, nous ne laisserons jamais dire cela. Sarajevo a longtemps été surnommée la Jérusalem des Balkans, marquée à l'époque yougoslave par une cohabitation pacifique entre catholiques, orthodoxes et musulmans. La guerre a provoqué le départ de la plupart des Serbes et Croates. Les Bosniaques, eux, sont restés. Les autorités n'ont toujours pas annoncé les résultats du dernier recensement de 2013. Mais aujourd'hui, on estime qu'au moins 80% des habitants de Sarajevo sont musulmans. Ce n'est pas le cas de Svetlana Broz, dont le grand-père n'était autre que le maréchal Tito, héros de la résistance et président à vie de l'ex-Yougoslavie. Choquée de voir son pays se déchirer, cette cardiologue de formation s'était rendue en Bosnie pour soigner des blessés de guerre. Elle défend plus que jamais le discours de Tito. C'était parfois fatigant de l'entendre parler constamment de fraternité et d'unité. Il répétait cela tous les jours.
Mais 11 ans après sa mort, quand la Yougoslavie s'est morcelée, j'ai vu à quel point ce qu'il disait était important. Pour moi, Tito symbolise l'unité de la Yougoslavie. Nous demandons à l'héritière du maréchal de nous emmener à Sarajevo-Est, un quartier situé en Republika Srpska, l'entité autonome serbe du pays. Où se trouve exactement la frontière entre la Fédération et la Republika Srpska? Quand vous arrivez à la rue là-bas, c'est juste au milieu. Où ça? Où ça? Au milieu. Au milieu de quelle rue? Bah alors tout droit et puis à gauche. Ok, donc c'est une rue plus loin. Le facteur est l'un des seuls à connaître cette frontière invisible au beau milieu de ces immeubles résidentiels. Peu de Bosniaques traversent la rivière pour se rendre à Sarajevo-Est. Les Serbes, eux, ont construit une nouvelle route pour éviter les quartiers bosniaques. Tout le monde ne s'en réjouit pas. Ici, il y a de l'extrémisme comme partout. Si je devais donner un chiffre, je dirais que 80% des gens ne sont pas extrémistes ici. Personne ne se soucie de la frontière. Ils achètent ici, nous on achète là-bas. Quand il y a de l'argent, il n'y a pas de frontière. Sarajevo-Est tranche avec le reste de la ville. Les habitants semblent plus méfiants à l'égard des journalistes. Selon les Serbes, l'Occident aurait pris parti pour les Bosniaques pendant le siège. On peut vous interviewer? Vous êtes de quelle chaîne? C'est la télévision française. On n'est pas intéressé. Je vous aime pas les Français parce que vous défendez l'islam. Dirigée par des nationalistes, la Republika Srpska réclame toujours son indépendance. Ces 20 années de stagnation économique et politique quasi totale n'ont rien arrangé. La nation en devenir avec cette jeunesse est pire et plus extrême. Alors que nous, on l'a vu la guerre. Les jeunes ne savent rien, on leur a lavé le cerveau. Ils ne savent pas ce que les gens ont enduré, et c'est ça le plus gros problème. Direction le quartier de Dobrinja et son ancien village olympique qui hébergeait les athlètes des JO de 1984. L'événement avait fait la fierté de toute la Yougoslavie et les habitants s'en rappellent avec nostalgie. C'est ici que travaille Biljana Despotovic, une Serbe de Bosnie, née à Sarajevo. Cette jeune pharmacienne se considère avant tout bosnienne, mais il arrive que son nom typiquement serbe étonne. Parfois, des clients âgés arrivent en disant « Salam alaikum ». Moi, je leur réponds « Bonjour ». Ensuite, ils se rapprochent et quand ils voient mon nom, ils disent « Oh, pardon, pardon ». Au final, c'est plutôt mignon. Comme des milliers de Serbes, Biljana a fui quand la guerre a éclaté. Pendant des mois, elle a alterné camps de réfugiés et familles d'accueil. Puis, contrairement à la majorité des autres déplacés, elle est revenue vivre à Sarajevo. Elle n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Tout comme son petit ami serbe venu lui rendre visite, il découvre Sarajevo. J'étais très impatient de venir et je suis content parce qu'avant j'avais en tête une image de la ville. Mais en fait, c'est beaucoup mieux et plus beau que ce que je pensais. Biljana se veut optimiste quant au futur de son pays, mais pèse chacun de ses mots, de peur de trahir sa pensée et d'attiser les tensions. Je me rappelle que ma mère me disait toujours « Biljana, tu sais, ce n'est pas important les différences. Les hommes sont tous faits de chair et d'os. » Mais avant, c'était beaucoup plus simple. Les gens étaient plus détendus, ils ne faisaient pas attention à ta religion ou à ton nom. Que tu sois serbe, musulman ou croate. C'était pas important à cette époque-là. Au cœur de Sarajevo, le mémorial de la Flamme éternelle rend hommage aux Serbes, Bosniaques et Croates qui ont combattu ensemble l'ennemi nazi. Depuis, la fédération yougoslave s'est disloquée, laissant les extrémistes jouer leur partition en exploitant les divisions. Les accords de Dayton ont figé les frontières sur des lignes ethniques. Chaque entité est dotée d'un millefeuille administratif et politique qui paralyse tout processus de décision. Traumatisée par la guerre, la population, elle, rêve de prospérité et d'une paix durable. Moins de chômage et plus de justice sociale pourraient être les meilleurs remparts au nationalisme et aux violences.
Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Quant à moi, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter ce rendez-vous hebdomadaire pendant près de 2 ans et je vous laisse entre de bonnes mains avec mon collègue Serge. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une très bonne année 2016. Permettez-moi aussi de vous souhaiter, Nour, tous mes vœux pour cette année 2016 et bon succès pour la suite de votre carrière. Merci Serge. Également à tous nos téléspectateurs. À très bientôt, j'espère. Bonne soirée.